Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Ali Ben Saad, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université de Paris 8. Il était en conférence le jeudi 19 octobre à l'Université de Toulon. C'était organisé par la Fondation méditerranéenne des études stratégiques. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Ben Saad. Merci pour votre accueil, bonjour. Bonjour, très heureux de vous accueillir encore une fois. Alors l'occasion, c'est je dirais votre spécialité, vous êtes un spécialiste du monde arabe, des mutations socio-spatiales. On peut parler justement de ces mutations. Vous avez notamment travaillé sur le pays qui est l'Algérie et notamment les relations bilatérales entre la France et l'Algérie. C'était le sujet de votre conférence à l'Université de Toulon. Déjà d'emblée, est-ce que la conférence s'est bien passée? Oui, avec un très bon public, assez nombreux, et je me réjouis de l'intérêt qu'ont les habitants de Toulon pour des activités universitaires, de réflexion, etc. C'est pas toujours qu'on a un grand public. Et donc, ne serait-ce que pour ça, je m'en réjouis, c'était une bonne surprise. Écoutez, agréablement donc surpris. L'occasion justement de parler finalement de ces relations, j'ai envie de dire, ce couple, si j'ose dire, la France, l'Algérie. Est-ce que, j'allais dire en quelques mots, vous pourriez nous faire peut-être une analyse finalement de cette relation? On le rappelle qu'il y a eu les accords d'Évian en 1962, c'est là où le pays qu'est l'Algérie a pris son indépendance. Mais je dirais la France entretient des relations avec l'Algérie encore à ce jour. Ben oui, écoutez, c'est, je pense, parmi les relations les plus problématiques, mais si elles sont problématiques, c'est que, en fait, ça traduit aussi une très forte intensité, marquée par l'histoire, la proximité, etc. Et c'est vrai que c'est des relations qui sont toujours marqué par des contre-coups, des discontinuités, oui, des difficultés, etc. Mais en fait, ce que j'en pense, moi, c'est qu'elles sont très dépendantes des aléas du jeu politique interne à chacun des pays. Et donc, en fait, c'est une relation qui est plus de l'ordre d'une question de politique intérieure que d'une politique internationale. Donc, dans chacun des pays, la représentation ou ce que représente l'autre pays, c'est un des éléments importants qui structure le jeu politique interne. Ouais. En Algérie ou en France, quand les acteurs politiques évoquent l'image de l'autre pays, c'est souvent pour en faire un marqueur des clivages à l'intérieur de leur propre pays, donc pour marquer des clivages, voire même pour les hystériser dans leur propre société. Et donc, effectivement, si je peux dire, l'image de chacun des pays est un acteur politique dans l'autre pays. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement la singularité de cette relation entre la France et l'Algérie? Oui, c'est la singularité de parler que de relations extérieures, ça a des implications intérieures. Alors, bien sûr, il y a l'histoire, etc. Il y a la rente mémorielle qui s'applique aussi bien en Algérie, on le sait, qu'en France, mais il y a au-delà, en fait, les acteurs politiques instrumentalisent et lorsque en France, on évoque l'Algérie, notamment l'Algérie coloniale ou autre, c'est pour parler aussi de la France. Je vois. D'une vision qu'on a de la France, de ce qu'est ou de ce que devrait être la France, etc. Et vice-versa, toutes les critiques, tous les discours contre la France, etc. En fait, c'est pour traduire quel type de projet politique à l'intérieur de l'Algérie. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, enfin, deux exemples si vous voulez. En Algérie, l'interdiction de l'enseignement des programmes de français. Programmes français, ce n'est pas l'interdiction du français, mais en fait, il y avait des écoles privées des programmes qui est enseigné. En fait, oui, derrière le discours, c'est la France, etc. Mais en fait, si vous le mettez en parallèle avec d'autres décisions, en même temps qu'il y avait cette interdiction, on vient de verrouiller pour que les Algériens de la diaspora ne puissent absolument pas participer aux médias. Oui. Et donc, en fait, si on met ça en parallèle, c'est des mesures qui visent beaucoup plus un raidissement, un enfermement de la société. Hein, oui.
Et le français, si vous voulez, en fait, il représente cette fenêtre ouverte sur la modernité. La langue française. Etc. La langue française, et pas tant la France. Ça aurait pu être l'anglais si ça avait participé de l'histoire de l'Algérie, etc. Bien sûr. Et donc, en fait, ces mesures contre le français, en fait, elles ne font qu'accompagner des mesures de raidissement à l'intérieur. Le régime a été tellement ébranlé par le Hirak, le traumatisme du Hirak, etc., qu'il n'a surtout pas envie que se reproduise une protestation. Or, écoutez, les questions d'ordre universel, celles des droits de l'homme, etc., sont celles-là même qui le mettent mal à l'aise et qui le remettent en cause, et sur lesquelles il a envie de baisser un rideau. C'est pour cela que la diaspora, elle est dans sa ligne de mire, et le français, la langue française, s'inscrit dans ce cadre. Sinon, en fait, ceux qui ont vraiment combattu la colonisation française, dans leur extrême majorité, non seulement étaient francophones, mais n'avaient aucun problème avec la langue française. Plus que cela même, pour légitimer leur lutte, ils se sont basés sur les grands principes de la Déclaration des droits de l'homme de la France, sur l'histoire française elle-même, pour la retourner comme accusation. La Révolution française, etc. etc. Et je peux vous résumer une chose. Je pense le plus grand écrivain, à mon avis, algérien, Kateb Yassine, évidemment, a bien synthétisé ça en disant, pour nous, le français, c'est un butin de guerre. Bien sûr. Donc voilà, donc ça voulait tout dire. Et en fait, même que les courants qui critiquent le plus le français, etc., c'est des courants conservateurs islamistes qui sont en lien, en filiation avec un courant politique qui n'a jamais voulu combattre la France, qui réclamait à la France seulement le statut personnel, l'application de l'islam pour les musulmans, mais qui était assimilationniste et qui reprochait aux indépendantistes cette volonté d'indépendance. Donc vous voyez bien que l'enjeu, il est plus de politique interne, etc. Maintenant, s'y ajoute que ce régime qui se raidit, il y a deux choses. D'une part, sa base, elle se rétrécit à ses conservateurs, à qui il est obligé de donner des gages, et d'autre part, lui-même, il a cette méfiance, en fait, de ce qui vient de l'extérieur, etc., etc. Le renforcement des relations avec la Russie, bien sûr, parce que c'est un régime autoritaire, etc., et donc qui non seulement ne lui pose pas de problème, au contraire, qui le légitime. Donc c'est pour ça que moi j'insiste sur une chose, c'est des questions de politique interne qui structurent le débat interne dans chacun des deux pays. Je vous prends côté français, l'événement politique le plus important institutionnel, l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale qui a été faite par le doyen donc du Front National, appelé maintenant Rassemblement National. Le cœur de son discours, c'était l'Algérie et particulièrement l'Algérie française. Bien sûr. Alors on pourrait penser que c'est l'émotion respectable d'un vieil homme qui a été arraché à son pays, etc. Mais on sait, et Marine Le Pen a dit, c'est un discours qui a été lu, repris, corrigé par Marine Le Pen. Ça veut dire que c'était un message politique qui était envoyé. Et là aussi, le renvoi à l'Algérie française, c'est aussi le renvoi à certaines valeurs qui ont légitimé la colonisation, des valeurs de domination, de ségrégation, et qu'on veut réactualiser à l'intérieur du pays, créer un clivage, etc. Vous me direz que le Rassemblement national, extrême droite, mais il y a quelque temps, M. Retailleau a dit la colonisation, c'était aussi de belles années. Et en fait, dans cette course qu'il y a entre une partie de la droite et l'extrême droite, on voit aussi l'Algérie donc ressurgir comme un pont possible. Et en fait, ça l'a été depuis longtemps, pendant la colonisation, etc. Vous savez, historiquement, M. Giscard d'Estaing et Jean-Marie Le Pen étaient dans le même parti. Et ils ont combattu la décolonisation. Ils se sont battus pour l'Algérie française. Ils ont tenu des propos ignobles à l'égard de Mendès France, qui est par ailleurs d'origine juive, etc., etc. Mais parce que, donc vous voyez, la colonisation, en fait, a eu des effets
retour pervers sur la société française elle-même. On ne domine pas. Je dirais moi une phrase, il n'y a pas de domination sans abomination. Et par exemple, le discours antisémite, etc., en France, il s'est ressourcé en Algérie. Hein. Je vois. Oui. Drummond, etc., c'est eux qui ont renouvelé l'antisémitisme, etc., et ils n'ont jamais accepté que des Juifs aient pu avoir la nationalité française. La preuve, lorsque Vichy s'installe, la première mesure qu'ils font, c'est de leur enlever complètement tous les droits et de les réindigéniser, de les mettre comme les... C'est passionnant, bien sûr, donc plusieurs leviers. Voilà, donc c'est pas anodin de reconvoquer l'imaginaire de l'Algérie française. L'Algérie française, c'était ça. C'était l'antisémitisme, c'était la domination des Algériens, un lobby colonial tout-puissant, pas de liberté. Vous savez que les Algériens avaient un statut particulier, ils n'étaient pas citoyens. Il y avait le code de l'indigénat. Bien sûr. C'est-à-dire même en termes pénals, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'en fait, la question est toujours plus d'ordre interne. Et donc quand on veut cliver à l'intérieur de sa société, on fait appel à l'autre pays. Les Algériens font appel à la France, et en France, certains acteurs politiques, majoritaires actuellement, font appel à l'Algérie. C'est l'épouvantail qu'on utilise pour cliver, pour hystériser le débat, etc. Regardez, actuellement, il y a la loi sur l'immigration qui va passer. Hop, on a ressorti les accords de 68. Absolument. Qui ont été complètement vidés. On a l'impression que c'est quelque chose qui privilégie extraordinairement les Algériens, mais pas du tout. Ça a été complètement vidé. C'est en fait un totem. Alors que les gens sont en train de se battre contre des moulins à vent. Peut-être on n'a pas le temps ici de le dire, mais si on prend toutes les dispositions, alors c'est censé favoriser l'immigration, etc. Mais quand vous prenez toutes les mesures, il n'y a plus d'immigration de travail, qui a été contenue dans les accords de 68 et qui maintenant, pour venir en France, il faut un visa, et c'est le grand sésame quasiment inaccessible. Mais si vous voulez travailler, il faut un visa long séjour de travail qui vous soit délivré en Algérie. C'est quelque chose qui sort, si je peux dire, du concevable. D'autant que l'Algérie s'est même retirée des prédispositions de ce qu'on appelle l'immigration choisie, etc. Pour l'installation dans des activités non salariales, il faut aussi, si vous voulez, la même chose. Ça reste possible pour des gens qui sont déjà là, qui sont installés régulièrement, etc. Et encore, par exemple, ceux qui critiquent cet accord, ils pensent surtout à la possibilité pour les étudiants de muter en activité non salariée. Mais quand vous voyez les autres désavantages, vous savez que les autres étudiants des autres nationalités, quand ils ont un master, ils peuvent, s'ils trouvent un travail dans leur spécialité avec un salaire l'équivalent d'une fois et demie le SMIC, ils peuvent convertir ça en statut salarié. Pas les Algériens. Par exemple, les autres étudiants peuvent travailler jusqu'à 60% d'un volume horaire sans avoir besoin d'autorisation préalable de travail. Les étudiants algériens, si, etc., etc. Et il est vrai qu'il y en a qui disent que cette possibilité de s'installer en activité non salariée, c'est une forme d'immigration irrégulière. D'abord, les étudiants algériens, c'est une poignée, si je peux dire. C'est pas ça qui fait l'immigration clandestine. Et au pire, allez, pourquoi en faire une bataille? Parce que c'est aussi une forme d'immigration choisie, en fait. Bien sûr. Parce que là, vous avez des gens... D'ailleurs, être étudiant en France, il ne suffit pas que l'université vous accepte. Il faut que vous passiez par Campus France. Donc c'est déjà une sélection, c'est-à-dire en fait, c'est quelques pourcentages d'énormes demandes, et puis où il y a des exigences académiques, etc. etc. Donc c'est pas n'importe qui obtient ce sésame. Donc je trouve que c'est vraiment une bataille d'arrière-garde
qui n'a aucun sens, sauf, évidemment, d'hystériser le débat politique à l'intérieur de la France. Et les gens sont convaincus que les Algériens bénéficient d'un privilège pour venir s'installer en France. Moi, je vous dis en tant qu'universitaire, pour inviter un collègue de renom qui a un poste important en Algérie, dont on est sûr qu'il doit revenir, c'est à 99% impossible. Il y a quelques cas comme ça, parce que obtenir un visa actuellement en Algérie, c'est quelque chose de l'ordre, si je peux dire, presque de l'impossible. Voilà. Bah écoutez, vous voyez, un sujet qui gagne à être davantage connu et approfondi, comme vous dites, plutôt que malheureusement les quelques déclarations des fois médiatiques qui finalement résument, mais dans le mauvais sens du terme, ne rentrent pas dans ces particularités. Je voulais vous remercier infiniment, monsieur Ali Bensaad. On a pris exceptionnellement un peu plus de temps parce que le sujet est passionnant et encore une fois, c'est important de montrer qu'il y a, c'était le sujet de votre conférence, les complexités. Et je dirais, on pourra peut-être résumer comme ça avant de vous remercier infiniment, que c'est plus une affaire, comme vous le soulignez, de questions de politique intérieure plutôt que de simples relations bilatérales ou multilatérales, je dirais traditionnelles. Donc voilà, je voulais vous remercier infiniment. C'est moi. On le rappelle, vous êtes professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université de Paris 8. Et on peut, bien entendu, vous êtes un spécialiste du monde arabe, on peut retrouver vos travaux, vous avez dirigé pléthore d'ouvrages autour du sujet, on les voit un petit peu, on voit quelques exemples, vous avez travaillé également sur la Libye, donc un véritable privilège que de vous avoir parmi nous. C'est moi, et je vous remercie de votre intérêt. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir, merci infiniment, merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité, et à très vite sur Info 83.